Nous sommes avec notre invité du jour, Belling Nabli. Bonjour, vous êtes maître de conférences en droit public, chercheur associé aux séries de Sciences Po, auteur de Laïcité et État de droit. Merci d'être avec nous. Peut-être une première question pour commencer. Ça fait 6 mois que cette guerre au Proche-Orient a commencé et l'on assiste à des mouvements de troupes dans l'enclave palestinienne. C'est le signe de quoi, selon vous ? C'est le signe du fait que finalement, du côté israélien, l'approche de cette guerre est toujours d'ordre purement militaire. Les perspectives politiques ne se dessinent toujours pas. Et c'est peut-être le pire dans le bilan ou dans la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la même configuration depuis 6 mois, une configuration purement militaire, qui s'explique aussi par le fait d'être en incapacité de dessiner des perspectives politiques précisément, eu égard à la situation politique interne israélienne, dans la mesure où souvent on se focalise sur la figure de Benjamin Netanyahou, qui est effectivement Premier ministre et chef de guerre d'une certaine manière côté israélien, mais sur la scène politique israélienne, il n'y a pas véritablement de figure alternative qui remettrait en cause les fondamentaux de la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens, à savoir une situation d'occupation et de colonisation. Et côté palestinien, les dissensions demeurent entre l'autorité palestinienne et le Hamas, ce qui participe aussi à la difficulté de dessiner un futur pour Gaza. Benjamin Netanyahou a estimé ce week-end, au cours de ces 6 mois qui étaient également marqués évidemment en Israël, que l'État hébreu était à un pas de la victoire dans sa guerre contre le Hamas. Je rappelle que le Premier ministre israélien a promis d'éradiquer le Hamas. Est-ce que l'objectif est toujours atteignable ? C'est le problème depuis le début. C'est un objectif affiché du point de vue de la communication politique israélienne, mais qui n'est pas viable ou fiable du point de vue opérationnel. Qu'est-ce que ça signifie que de détruire le Hamas, sachant que c'est une entité qui est ancrée dans la société palestinienne, à Gaza naturellement, mais aussi en Cisjordanie, et d'une certaine manière, c'est un objectif de guerre inatteignable et qui permet du même coup pour Benjamin Netanyahou de se donner une forme de carte blanche pour intervenir militairement sans véritablement déterminer de délai, même si effectivement formellement il définit un élément de la libération des otages. Mais en réalité, on en est loin. Et puis, plus largement, si la situation est aussi difficile, s'il est si difficile de mettre en perspective l'avenir de Gaza, c'est parce qu'il y a d'autres éléments aussi qui entrent en ligne de compte, notamment sur le plan politique que j'ai rappelé, mais aussi sur le plan judiciaire. L'étau se resserre autour d'Israël dans la mesure où vous avez à la fois une cour internationale de justice qui est saisie régulièrement maintenant autour de ce qui se passe à Gaza, autour finalement d'un bilan effroyable, plus de 30 000 morts, dont essentiellement des femmes et des enfants, et une situation humanitaire catastrophique. Et puis, de l'autre, le spectre d'une cour pénale internationale qui, un jour ou l'autre, devra se saisir des responsables de ce conflit du côté du Hamas, mais aussi, je dirais, surtout du point de vue du caractère formellement démocratique d'Israël, les dirigeants israéliens qui devront a priori répondre d'un certain nombre de chefs d'accusation devant la Cour pénale internationale si celle-ci souhaite encore avoir un minimum de crédibilité internationale. Vous évoquez la justice, on voit bien que du côté des alliés palestiniens, on tente tous les recours possibles pour faire cesser cette guerre. Il y a le Nicaragua qui saisit la CIJ, la Cour internationale de justice. Aujourd'hui, Berlin doit cesser de toute urgence de fournir des armes à Israël, demande donc aujourd'hui le Nicaragua. En fait, il faut bien comprendre que si cette guerre est historique, c'est non seulement à cause de son bilan, sans précédent au cours du XXIe siècle, mais également au regard de ses effets sur l'ordre international. C'est-à-dire, tout le système de l'après-Seconde Guerre mondiale est en train de s'effondrer sous nos yeux. Vous avez un Conseil de sécurité incapable de tirer les conséquences d'une décision de la Cour internationale de justice qui a souligné le risque plausible de génocide à Gaza, et aucune sanction n'a été adoptée pour mettre la pression précisément sur Israël
et en vue précisément d'éviter ce génocide, notamment en permettant une aide humanitaire massive en vue de permettre d'éviter une famine qui, elle, est plus qu'imminente. Et donc, ceux qui ont construit le système international après Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire essentiellement les Occidentaux, les États-Unis en particulier, se retrouvent aujourd'hui responsables de son effondrement avec une neutralisation du Conseil de sécurité, avec une incapacité de respecter la Cour internationale, les décisions de la Cour internationale de justice et des poursuites de puissances occidentales devant la Cour internationale de justice par des pays du Sud qui, précisément, essayent désormais aujourd'hui de défendre ces fondamentaux du droit international humanitaire, du droit international de la guerre. Vous avez rappelé aujourd'hui que l'Allemagne devait répondre devant la Cour internationale suite à une saisine du Nicaragua. Vous avez également, bien sûr, l'offensive diplomatique et judiciaire de l'Afrique du Sud, des démocraties du Sud, qui précisément revendiquent les valeurs qui étaient censées être celles du monde occidental et qui aujourd'hui ne sont plus opposées face à l'offensive militaire israélienne. 2 semaines, rappelons-le, après l'abstention américaine devant le Conseil de sécurité qui a fait date, forcément dans les annales, pourtant sur le terrain, rien de nouveau. Si je vous suis bien aujourd'hui, on assiste à l'aveu d'impuissance de la communauté internationale. Oui, mais c'est une impuissance volontaire, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est pas une impuissance irrationnelle qu'on subirait de manière incompréhensible. Non, il y a des positions stratégiques à la fois du monde occidental qui finalement n'est pas à la hauteur des valeurs et des principes qu'il revendique traditionnellement, à savoir d'abord et avant tout le respect du droit international et le respect des valeurs démocratiques, dont celle de l'état de droit et donc du respect du droit international, des valeurs humanistes également. Nous avons un bilan macabre sans précédent, encore une fois, au cours du XXIe siècle. On a également une reconfiguration du monde à travers ce conflit, puisqu'on voit l'affirmation de puissances du Sud à travers le Brésil, l'Afrique du Sud, et une forme également de cynisme de puissance autoritaire qui essaye de faire la démonstration de l'hypocrisie occidentale à travers un soutien conditionnel à Israël. Je pense à la Russie et à la Chine qui, en vérité, bien soutiennent a priori les Palestiniens, mais en réalité pour mieux mettre en lumière le décalage entre le discours et les actes des Occidentaux et donc les affaiblir sur la scène internationale. Donc ce qui se joue effectivement, c'est vraiment cette reconfiguration de l'ordre international avec finalement que des perdants de mon point de vue, parce qu'à partir du moment où vous mettez à bas les règles, les fondements et les règles communes d'une communauté internationale, c'est un ordre qui ressemble plus à un désordre international qui se dessine sous nos yeux. Incapable de faire avancer notamment ces négociations qui reprennent aujourd'hui en Égypte, discussion en vue d'une trêve en présence du chef de la CIA, du chef du Mossad aussi, et de responsables américains, qatariens également. On a vu ce matin la télévision égyptienne faire état de progrès notables dans les échanges qui ont été très vite tempérés et par le Hamas et par les Israéliens. Pour vous, il n'y a pas de doute, ça risque pas d'avancer, on va rester dans l'impasse? Côté israélien, la position est très claire. Premièrement, il y a un objectif, la destruction du Hamas, et cet objectif n'est pas atteint, il ne risque pas d'être atteint. Et deuxième objectif, c'est la libération des otages. Et cette perspective ne se dessine pas non plus. Donc, effectivement, on ne voit pas très bien comment un tel cessez-le-feu pourrait aboutir. Et par ailleurs, quand je parlais d'impuissance volontaire, je soulignais notamment le fait que si les États-Unis se sont effectivement abstenus à l'occasion de l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, pour autant, les États-Unis ne vont pas jusqu'au bout de leur raisonnement, d'une certaine manière, en n'utilisant pas les leviers d'action et de pression dont ils sont dotés vis-à-vis d'Israël, notamment la fourniture d'armes, de missiles qui s'abattent sur la population civile palestinienne de Gaza. Et donc, il y a là une forme de fait, une situation de complicité qui affaiblit finalement à la fois la position diplomatique américaine sur la scène internationale et la crédibilité
du bloc occidental lorsqu'il se revendique de valeurs et de principes du droit international. Alors vous restez avec nous, Belling Nabli, on va aller voir justement de plus près ce qu'il se passe sur le terrain. 6 mois après le début de cette guerre, Israël affirme avoir éliminé plus de 12 000 combattants du Hamas, un chiffre évidemment impossible à vérifier de manière indépendante. 6 mois après, on assiste en tout cas de façon certaine à l'effondrement du système de santé à Gaza. Ces 6 mois de guerre sont les plus meurtriers jamais menés dans le territoire. Au moins 33 175 personnes ont été tuées, plus de 75 800 blessés. Le bilan côté palestinien est lourd, très lourd même. Le système de santé est lui à l'agonie. Seul un hôpital fonctionne encore dans le nord de la bande de Gaza et il est aujourd'hui saturé de patients malades ou blessés. Vous voyez tout de suite le reportage de nos confrères de France 2. Cette mère ne sait plus à quel saint se vouer pour aider son fils grièvement blessé lors d'un bombardement. Ses jambes sont paralysées, il ne marchera plus jamais. Il sanglote, elle est au désespoir. Il n'y a plus de médicaments dans cet hôpital. Il n'y a plus aucune poche urinaire dont mon fils a besoin. Même pas un pauvre antidouleur. Plus aucune couche. Mon fils porte la même depuis 3 jours. Un système de santé à l'agonie, symbolisé par ce seul établissement médical fonctionnant encore dans le nord de la bande de Gaza. L'hôpital Kamal Idouane est saturé de patients malades ou blessés. Filmer notre vie impossible. Il n'y a pas de lit disponible, pas de médicaments, rien. Selon les médecins, chaque jour, 15 enfants sont admis ici parce qu'ils souffrent de malnutrition. 23 en sont morts dans le nord de l'enclave, selon le ministère de la Santé du Hamas. La malnutrition engendre souvent de sérieuses complications. Elle mène à la mort de certains enfants et de personnes âgées. Dans ce quartier au nord de Gaza City, quasiment toutes les pharmacies ont été détruites. Cet homme âgé souffre de diabète. Beaucoup de maladies chroniques comme les insuffisances cardiaques ne sont plus soignées, faute d'infrastructures et de médicaments. Quand vous réussissez à trouver un médicament, regardez, il est périmé. Et ce n'est pas à l'hôpital Al-Shifa qu'il trouvera de l'aide. Le plus grand établissement de santé de l'enclave n'est plus qu'un champ de ruines. Cet homme en larmes devant l'hôpital vient d'y retrouver le corps de sa mère. Elle y était hospitalisée. Elle m'a dit « Personne ne me soigne. Je n'ai pas d'eau, je dors par terre. Où es-tu, mon fils ?» Ce sont ses derniers mots au téléphone avec moi. Plus loin, cette femme pleure ses 2 fils. Étaient-ils des combattants ou des civils? Cela ne change rien à sa souffrance. Belling Nabli, un mot peut-être du coup humain de cette guerre, d'ailleurs, que ce soit des côtés. J'évoquais les chiffres côté palestinien qui chaque jour s'alourdissent, alors qu'on a les regards aujourd'hui plus que jamais tournés vers Rafah. C'est la grande ville du sud où 1,5 million de civils stationnent, ont été déplacés, et où l'armée israélienne pourrait, dans les heures, les jours qui arrivent, lancer son offensive terrestre. Oui, c'est tout l'intérêt de ce reportage, c'est-à-dire que, en fait, a priori, officiellement, l'offensive israélienne sur Gaza vise à détruire le Hamas comme entité militaire. Or, ce qu'on voit, c'est bel et bien, finalement, des victimes civiles, essentiellement, qui représentent l'essentiel du bilan macabre de cette opération. L'armée israélienne indique avoir neutralisé quand même 12 000 membres du Hamas. Je ne sais pas sur quel fondement ils peuvent déterminer un tel chiffre, alors que le bilan de plus de 33 000 morts palestiniens à Gaza est confirmé par les autorités onusiennes. Par contre, parler de 12 000 morts du Hamas, je ne sais pas sur quelle source, de quel fondement peut se targuer l'armée israélienne en la matière. Ce qu'on sait, c'est que l'essentiel de ces victimes sont des femmes et des enfants, et que ça contrevient manifestement au droit international de la guerre, au droit international humanitaire, qui est fondé sur un principe très clair, qui est celui de la distinction entre les combattants et les non-combattants.
Or, l'offensive israélienne, les bombardements israéliens sur des infrastructures civiles, notamment les hôpitaux, les mosquées et autres résidences, ne permettent pas de garantir une telle distinction. Au contraire, le bilan parle de lui-même. Cette distinction n'est pas faite, elle n'est pas respectée, et elle est constitutive, du point de vue de l'armée israélienne, de crimes de guerre, tout simplement, qui cumulés et risquent d'aboutir à des crimes également relevant du génocide, comme pour reprendre finalement les termes de la Cour internationale de justice, qui a souligné le risque en la matière, et un risque qui ne cesse de s'avérer dans la mesure où, depuis la décision de la Cour internationale de justice, la stratégie israélienne n'a pas changé. Au contraire, désormais, nous avons des preuves, et l'armée israélienne le reconnaît, qu'elle utilise des algorithmes, en tout cas des intelligences artificielles, qui, là aussi, ne permet pas la distinction entre combattants et civils, avec comme conséquence, encore une fois, la multiplication de crimes de guerre, la constitution progressivement d'un génocide, et malgré tout, de fait, un sentiment d'impunité manifeste qui ne fait que nourrir finalement un sentiment de haine des deux côtés. À en croire le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, l'armée israélienne se prépare à la poursuite de sa mission, cette fois au sud de l'enclave palestinienne, attaquer donc la ville de Rafah. On vient de rappeler le nombre de civils qui ont trouvé refuge. Quel risque en cas d'offensive là-bas, et quel message aussi envoyer à la communauté internationale? On sait que les Américains ont durci le ton ces derniers jours, ces dernières semaines, appelant l'État hébreu à ne surtout pas lancer cette offensive là-bas. Ce qui est intéressant autour de cette question de l'offensive contre Rafah, c'est le rapport de force, le bras de fer qui s'est engagé entre Israël et les États-Unis, dans la mesure où, effectivement, comme vous l'avez rappelé, Joe Biden n'a cessé ces derniers temps d'exprimer sa volonté de ne pas voir cette opération se réaliser, eu égard à son coût probable, et eu égard aussi à la situation déjà catastrophique de la population massée dans cette ville de Rafah. Donc effectivement, si Israël passe outre espèce de ligne rouge exprimée par Joe Biden, il n'y aura pas de rupture dans les relations entre les deux États, dans la mesure où le soutien inconditionnel américain est pas prêt d'être remis en cause, mais il y aura là la manifestation d'un sentiment à la fois d'impunité et surtout de liberté d'action du côté israélien, ce qui n'a cessé d'être manifesté depuis le début de cette opération, et à contrario un sentiment aussi d'impuissance des États-Unis vis-à-vis de leur allié principal dans la région, ce qui peut paraître paradoxal, mais explique en grande partie aussi par la situation interne aux États-Unis. Rappelons que des élections sont prévues, l'élection présidentielle de novembre pèse énormément sur la position des États-Unis, dans la mesure où Joe Biden est pris en étau entre d'un côté un corps démocrate, un corps électoral démocrate traditionnellement pro-israélien, et une jeunesse démocrate qui monte en puissance, qui pousse à la remise en cause de ce soutien inconditionnel à Israël. Et donc Joe Biden est pris en étau et essaye de trouver un équilibre entre d'un côté l'expression de ce soutien inconditionnel et de l'autre essayer de dresser des lignes rouges, notamment en évitant une opération sur Rafah qui risquerait d'aggraver encore. De provoquer peut-être le fameux embrasement régional qu'on a évoqué à maintes reprises ici sur notre antenne. On a un peu pris de court, Beling Nabli. Peut-être une dernière question sur les risques évoqués ces dernières heures au Liban. Il y a l'ONU qui appelle à la fin des combats à la frontière du sud Liban. On sait que les échanges se sont intensifiés ces dernières heures. On parle, certains commencent à parler de la nouvelle phase de cette guerre, plus rude, plus risquée aussi. Oui, en effet, dans la mesure où, en vérité, au sein du gouvernement israélien, il y a cette tentation de profiter de cette séquence pour élargir le spectre de l'offensive, en considérant que c'est une occasion historique pour régler un certain nombre de contentieux et d'atteindre un certain nombre d'objectifs. C'est ce qu'on constate déjà en Cisjordanie. On n'en parle peut-être pas assez, mais il y a une offensive
des colons soutenus par l'armée israélienne pour s'accaparer des terres et des maisons palestiniennes. Et vous avez effectivement vis-à-vis des voisins de la région, le Liban, mais aussi l'Iran, mais aussi la Syrie, il y a un certain nombre d'agressions, d'attaques qui manifestent une volonté d'en découdre, une volonté, encore une fois, d'essayer d'apporter d'apporter non pas des solutions, mais en tout cas d'acter le rapport de force favorable à Israël dans cette région. Merci beaucoup Belling Nabli, merci d'avoir été notre invité du jour sur cette question qu'on va continuer à développer évidemment dans quelques instants.